Bonjour, donc nous allons pouvoir commencer. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Jean-Charles Mallet. Je suis directeur chez Pixar Canada et pilote du process innovation. Et c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter le webinaire intitulé Comment adapter nos méthodes à une organisation mouvante. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des bouleversements que les organisations ont subis ces derniers temps, comment on a pu s'y adapter et comment les meilleures organisations ont s'y adapté leurs pratiques pour s'adapter à ce bouleversement. Donc, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir commencer. Damien, par contre, on entend ton micro. C'est parti. Donc, la présentation va durer 20 à 30 minutes et sera suivie par une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez écrire vos questions directement dans le chat ou alors attendre la fin du webinaire pour les poser aussi via le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, c'est parti. Donc, ces derniers mois, on a vécu une période un petit peu particulière avec la crise du Covid. Donc, cette crise a eu des impacts sur l'organisation. Et en fait, j'ai regroupé un petit peu le champ lexical de ce qu'on a entendu ces derniers mois. Donc, on a entendu des problématiques de chômage, de mise à pied. Donc, on voit que les organisations, finalement, ont dû faire avec moins de personnes pour animer leurs opérations. On a parlé de services essentiels, de télétravail, de digitalisation aussi, de projets e-commerce et de modification du modèle d'affaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que même la modification de la façon dont on va vendre nos produits et services a été potentiellement impactée par ce bouleversement. On voit aussi on voit le terme perte de revenus, restriction de budget ou gestion de la trésorerie. Donc, ce qu'on voit, c'est que même sur le processus financier, il y a eu des forts impacts et les organisations ont dû s'adapter. Donc, en résumé, on peut voir que ces impacts sont transverses, que tous les niveaux de l'organisation sont affectés et que ça affecte l'ensemble des processus. Et finalement, dans un contexte de crise comme celui-ci, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à minimiser finalement ces impacts et on va essayer de vous expliquer comment on peut faire cela. Alors, la première chose, c'est s'adapter à la nouvelle donne. Donc en fait, si on regarde, on voit que les organisations ont commencé par répondre à des questions. Elles se sont posées des questions comme les employés peuvent-ils travailler de leur domicile? Est-ce que c'est compatible avec mon activité? Comment puis-je adapter mes méthodes pour minimiser les impacts du confinement? Donc c'est lié à la première question. Comment continuer à rendre le service ou les produits souhaités à mes clients? C'est-à-dire que je suis dans un contexte particulier, avec des méthodes particulières. Est-ce que je suis en mesure de continuer à rendre mon service? Et si oui, comment? Qu'est-ce qui est critique pour la survie de la compagnie? En fait, on voit qu'on va devoir faire avec sûrement moins de trésorerie, moins de personnes. Donc, je vais sûrement essayer de me focaliser sur ce qui est critique, sur ce qui ne peut pas être remis à demain. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que je l'ai vraiment identifié? Et sinon, comment je fais pour y arriver? Est-ce que mon modèle d'affaires risque d'être impacté durablement? Ça, en fait, c'est quelque chose que beaucoup de compagnies, beaucoup de sociétés se sont posées comme question. Est-ce que finalement, les perturbations que je perçois aujourd'hui, est-ce que ça va durer dans le temps? Combien de temps? Est-ce que je suis en mesure d'absorber ce bouleversement? Et voilà. Donc, la première phase, ça a été de répondre à de nombreuses questions. Et finalement, les réponses qu'on va donner vont permettre de mener des projets de transformation dans l'urgence, donc dans cette contrainte de temps particulière imposée par ce bouleversement. Et finalement, on a vu beaucoup cette petite image passer sur les réseaux sociaux qui exprime qui a dirigé la transformation digitale de votre compagnie. Et finalement, c'était la Covid qui était entourée. Tout ça pour dire que finalement, les employés, enfin les différents collaborateurs ont pu avoir l'impression que la Covid a engendré des bouleversements, des évolutions qui étaient finalement attendues
par les collaborateurs, mais qui n'étaient pas menées. Et en fait, c'est cette contrainte de temps, cette contrainte d'urgence qui a encouragé les organisations à se moderniser plus rapidement. Donc finalement, les organisations qui ont surmonté le plus facilement la crise sont celles qui ont été capables de répondre à ces questions les plus rapidement et donc à prendre les décisions, et derrière à faire preuve d'agilité pour mener les projets de transformation qui sont nécessaires avec cette nouvelle donne. Alors, on voit donc finalement que tout ça, c'est lié à l'agilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend mon organisation résiliente à ce bouleversement? C'est son agilité, sa capacité à s'adapter. On va regarder un peu plus en détail la définition de l'agilité. En fait, on dit qu'une société, une compagnie est agile quand elle est capable de s'adapter très rapidement à son environnement, aussi bien au niveau de sa stratégie qu'à celui de ses pratiques opérationnelles. Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette définition. Le premier, c'est le très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte de temps forte. Et l'agilité, c'est ça, c'est d'être capable de s'adapter, mais de s'adapter avec cette contrainte de temps forte. Et c'est aussi ce qui est la définition d'une crise, c'est-à-dire un bouleversement qui va nécessiter de s'adapter rapidement. Et le deuxième chose, on parle de s'adapter au niveau de sa stratégie et de ses pratiques opérationnelles. Donc ça, c'est une deuxième chose importante, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout simplement se contenter de faire une modification ci et là de ces opérations, des outils, des applications qu'on utilise. On va se poser la question un petit peu plus haut niveau, de se dire, est-ce que ma stratégie continue d'être la bonne dans cette période et par rebond, finalement, est-ce que mes pratiques opérationnelles permettent d'exécuter cette nouvelle stratégie et sinon, comment je fais pour les modifier? Alors, finalement, les trois clés pour devenir une organisation agile, ce sont ces trois-là. Le premier, c'est se connaître. En fait, ça part du principe bien connu qu'on est capable de changer que ce qu'on connaît bien. Donc ça c'est le premier élément. Donc, pour être agile, il va falloir se connaître. La deuxième chose, c'est de faire du changement la norme. C'est-à-dire que si votre organisation est, comme on pourrait dire vulgairement, sclérosée, enfin si elle n'est pas habituée au changement, il y a fort à parier que si elle se retrouve obligée de le faire, et en plus avec une contrainte de temps forte, elle aura du mal à le faire. Donc, le deuxième point, c'est d'être en mesure de faire du changement la norme, c'est-à-dire de s'adapter de manière constante. Et le troisièmement, c'est être proactif, c'est-à-dire regarder devant, anticiper, et ça, ce sera aussi très utile quand on va parler d'une organisation agile. Alors, on va zoomer un petit peu sur tous ces points et sur le premier qui est se connaître. Alors, comment se connaître? Donc, déjà, il y a le socle de l'entreprise qui va être sa mission, sa vision et ses valeurs. On va aller plus en détail un petit peu pour regarder la définition de chacun de ces termes. Donc, la mission, c'est un énoncé clair et durable qui exprime la raison d'être de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple qui est, par exemple, celui de Tesla, l'entreprise de voitures électriques bien connue. En fait, sa mission, ils l'ont exprimée de la façon suivante, c'est accélérer la transition vers des moyens de transport durables. Donc, on voit bien, c'est la mission, c'est la raison d'être. Pourquoi Tesla existe? Mais pour accélérer la transition vers les voitures électriques. Le deuxième, c'est la vision. La vision, en fait, on va regarder l'état futur désiré, qui va être aussi un guide pour prendre des décisions stratégiques. Vers où on veut aller, c'est quoi l'étape finale, c'est-à-dire le haut de la montagne. Et si je prends toujours l'exemple de Tesla, sa vision, c'est créer l'entreprise automobile du XXIe siècle la plus convaincante en pilotant la transition vers les voitures électriques. Donc voilà, ils veulent être l'entreprise automobile la plus convaincante, notamment sur la partie électrique. Le troisième élément, c'est les valeurs. Mais les valeurs, c'est un petit peu plus connu. En fait, c'est l'ensemble des croyances collectives décrivant les comportements essentiels à la réalisation de la mission. Donc, il y a quand même quelque chose d'important là-dedans. Les valeurs, c'est pas finalement des qualités, les qualités que tout le monde a dans votre organisation. Non, non, c'est les croyances qui vous permettent de réaliser votre mission. Et le quatrième élément, c'est la stratégie. Donc finalement, basé sur ces trois éléments, on en décline une stratégie, c'est-à-dire des objectifs à long terme qui permettent d'accomplir la mission. Donc la mission, la vision et les valeurs, c'est vraiment le socle de base, c'est ce qui est immuable. Finalement, la stratégie, c'est des objectifs qui
la stratégie, elle, peut être impactée par un bouleversement. Et en fait, ce qui est important, c'est que la stratégie, elle soit alignée avec finalement les opérations de votre organisation qui peuvent être découpées en 3 points. Les processus. Donc, les processus, on va se poser la question, quelles sont les grandes familles de processus? Et surtout, est-ce qu'elles permettent l'accomplissement de ma stratégie? Le deuxièmement, c'est les moyens. Donc, les moyens, comment nos activités sont réalisées, quels sont les moyens matériels et immatériels utilisés pour y parvenir, et les humains. Donc, les humains, quels sont les rôles et responsabilités de chacun, et est-ce que mes humains sont alignés avec ma stratégie et me permettent d'accomplir mes objectifs. Et finalement, quand on regarde, un bouleversement, ça va souvent impacter votre stratégie, court ou long terme, et finalement, par rebond, venir impacter vos process, vos moyens et vos humains. Donc, ce qui est important ici, c'est de bien continuer à travailler de manière déductive et de bien prendre en compte le bouleversement au plus haut niveau possible, c'est-à-dire au niveau de sa stratégie. Donc, ça veut dire pratiquement mettre à jour son business plan, par exemple, et puis ensuite venir répercuter ces changements d'objectifs sur ces différents processus moyens et humains. Alors, et si on regarde un petit peu plus en détail au niveau des processus, en fait, donc la stratégie évolue, finalement, ça va faire évoluer l'ensemble de mes processus, que ce soit au plus haut niveau, voire même descendre jusqu'à la procédure ou l'instruction de travail. Et ce qui est important, c'est vraiment de garder cette déclinaison, notamment de se poser la question au niveau des indicateurs de performance déclinés à chacun de ces niveaux, mais comment je vais les mettre à jour et comment je vais prendre en compte ce bouleversement. Donc, les niveaux 1, 2 et 3, c'est la méthodologie nous qu'on applique chez nos clients et qui est justement très utile parce qu'elle permet d'avoir cette déclinaison très pratique entre les grandes familles de processus, les procédures qui la composent et puis les instructions de travail. Donc, ceux qui sont clients chez Pixor sont habitués à cette méthodologie qui est notamment particulièrement adaptée dans la gestion de crise. Alors, le deuxième élément qui nous permettait de rendre notre organisation résiliente, c'était de faire du changement la norme. Donc ça, finalement, c'est la boucle d'amélioration continue que vous connaissez certainement déjà très bien, qui permet en fait de dire, OK, j'ai une situation actuelle, j'ai une définition, que ce soit au niveau de mes processus, de mes rôles et responsabilités ou de mes moyens du fonctionnement actuel. Le but, c'est d'être constamment dans une analyse de l'existant et d'identifier les potentiels projets d'amélioration dans le but de faire des recommandations et des priorisations, de définir la cible et de le mettre en application en prenant en compte le facteur humain. Ce qui est important ici, c'est de montrer que finalement, cette boucle, elle ne doit jamais s'arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est en fait inculquer vraiment cette culture du changement dans l'organisation et d'être en mesure d'itérer dans cette boucle le plus rapidement possible. Et si vous avez l'habitude de faire ça au quotidien, en situation de crise, vous serez beaucoup plus à même d'identifier finalement ce que vous devez changer dans l'urgence et de le mettre en application. Et quand on dit en prenant en compte le facteur humain, plus vous le ferez, plus vos collaborateurs seront à même de changer, moins vous subirez de résistance au changement et plus vous serez en mesure d'itérer rapidement dans cette boucle d'amélioration. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on veut dire quand on dit faire du changement à la norme, c'est d'être en constante amélioration, que ce soit au niveau de ses process ou au niveau de la définition des rôles et responsabilités, etc. Donc, une fois qu'on se connaît, une fois qu'on a l'habitude de changer, mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'être proactif, c'est-à-dire d'avoir quelque part une route. Et cette route, en fait, ce qu'on va chercher à faire d'abord, c'est d'anticiper les menaces. Qu'est-ce qui peut me faire dévier finalement de ma stratégie? Qu'est-ce qui peut faire que je ne vais pas atteindre mes objectifs? Donc ça, finalement, c'est anticiper les menaces, c'est l'identification des risques, les évaluer et réaliser les actions afin de minimiser les impacts de ce risque s'il s'avère. Et finalement, la gestion de crise, une partie de la gestion de crise, c'est d'anticiper ces menaces, d'anticiper ces bouleversements et finalement d'essayer de se protéger le mieux possible des conséquences de cette menace. Le deuxième, c'est l'analyse de vos activités. En fait, que ce soit au niveau des rôles ou des activités, d'identifier ce qui est critique
ça vous permettra en fait de prendre plus rapidement une décision. On l'a vu tout à l'heure dans la slide sur s'adapter à la nouvelle norme, à la nouvelle donne. La première étape dans la gestion de crise, c'est la prise de décision. Et pour prendre des décisions, il faut de la donnée, il faut de l'analyse de vos activités, savoir ce qui est critique, savoir ce qui est essentiel à mon organisation, savoir ce qui peut être fait à distance. Et voilà, si vous aviez eu toutes ces réponses avant le Covid, mais bien sûr, vous êtes en mesure de vous adapter plus rapidement. C'est ça qu'on veut dire par l'analyse de vos activités. Quand vous n'êtes pas dans une contrainte de temps forte, quand vous n'êtes pas en gestion de crise, profitez de ce temps pour analyser vos activités et ça vous permettra de réagir plus rapidement. Et le troisième élément, c'est définir une stratégie long terme. Donc, en fait, de mener des réflexions stratégiques, d'orienter toutes les actions vers un but commun, donc de tracer un chemin. Ça vous permet de savoir sur quelle ligne vous allez et de regarder finalement, quand vous êtes en gestion de crise, de bien définir que ça vous permet, ça ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs. Et finalement, les bouleversements, ils vont venir impacter tout ça. C'est-à-dire que ça va venir mettre à jour le niveau de menace. Et je pense que le risque sanitaire n'était pas forcément quelque chose qui était bien évalué jusqu'à maintenant. Et bien sûr, on va continuer, on va mettre à jour nos analyses de risque avec ces nouveaux bouleversements. Et puis, les activités vont être impactées aussi et votre stratégie aussi. Donc, bien prendre en compte toutes ces composantes quand on va analyser ce changement. Donc, une des clés de la résilience de l'organisation tient à sa capacité à se focaliser sur ce qui est important. Donc ça, c'est la stratégie long terme. Et finalement, d'anticiper les menaces en mettant en place des mesures de prévention et de protection et en analysant les activités pour être en mesure de prendre des décisions rapidement. Alors là, on revient un petit peu sur qu'est-ce que les meilleures organisations ont su faire pour bien gérer la crise. Donc, parmi notre panel de clients, on va vous remonter un petit peu des choses qui ont été mises en place et qu'on a trouvé particulièrement pertinent pendant cette période. Et déjà, il y a la modélisation de processus. On a vu des clients qui finalement ont utilisé beaucoup notre application pour modéliser les processus, notamment, alors là, j'ai mis l'exemple d'un protocole sanitaire, mais ça aurait pu être n'importe quel autre type de processus ou de procédure. Mais ils ont bénéficié de cette période un peu plus calme peut-être au niveau commercial pour travailler sur les façons de faire, pour les optimiser et pour être en mesure de finalement s'améliorer pendant cette période un petit peu calme. Donc, l'avantage, c'est qu'on a pu faire ça de manière collaborative et on a pu faire évoluer ces process et à travers une application web, diffuser ces process mis à jour à l'ensemble de l'organisation et de les communiquer aux différents collaborateurs. Donc ça, c'est pareil. Finalement, la mise à jour des processus ou des procédures, mais si vos collaborateurs sont habitués à voir ça, sont habitués à avoir leur façon de faire, être mise à jour, leur rôle et responsabilités revus, et bien sûr, dans un contexte de gestion de crise, ils vont être capables de l'absorber plus facilement. Le deuxième élément, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la gestion de risque. Donc, la gestion de risque, finalement, on va l'identifier en 3 étapes. Il y a la première étape, c'est d'identifier les risques. Donc, on va identifier les risques et les opportunités et on va recenser les dispositifs de maîtrise existants. Donc, quelles sont les mesures de protection? C'est-à-dire que si le risque est avéré, qu'est-ce que je mets en place pour me protéger contre les conséquences du risque? Ou les mesures de prévention? Qu'est-ce que je mets en place pour essayer que ce risque ne soit pas avéré? Donc, forcément, c'est un bon moment pour mettre à jour ces analyses de risque et pour regarder ce que je fais déjà. Puis finalement, qu'est-ce que je fais comme dispositif quels sont mes dispositifs de maîtrise? Qu'est-ce que je fais pour me protéger ou pour me prévenir de l'apparition d'un risque? Mais souvent, ce sont des processus ou des contrôles que je vais mettre ça et là sur mes activités. Le deuxième élément, c'est l'évaluation. En fait, une fois que j'ai identifié mes risques, que j'ai regardé comment je me protégeais, je vais évaluer le risque résiduel de l'ensemble des menaces. Donc, évaluer les risques, ça veut dire évaluer la gravité et évaluer la vraisemblance. Et tout ça, ça va me donner la criticité et je vais pouvoir me focaliser sur les risques qui sont le plus critiques sur mon organisation.
Et une fois que je connais mes risques les plus critiques, qu'est-ce que je fais? J'élabore des stratégies de réponse. C'est-à-dire que pour les risques les plus critiques, je me dis, est-ce que je vais chercher à les circonscrire, c'est-à-dire à baisser la criticité, et donc soit la gravité, soit les vraisemblances, soit je l'accepte, soit j'essaie de le supprimer complètement. Donc voilà, j'élabore des stratégies de réponse et je mets en place des plans d'action pour diminuer le niveau de risque qui pèse sur mon organisation. Donc en fait, les organisations les plus performantes, elles avaient déjà ce système à jour et qui leur permettait finalement d'avoir déjà réfléchi à ce qu'ils avaient pu mettre en place pour se prémunir d'une crise telle que celle que l'on vient de connaître. Et puis, pendant cette période un peu plus calme, on a pu aussi revoir cette évaluation et puis regarder si c'était toujours pertinent et comment, avec cette crise, la criticité de l'ensemble de mes risques a pu évoluer. Alors, le troisième élément qu'on a vu dans les organisations les plus performantes, ce sont ce qu'on appelle les indicateurs prédictifs. Alors, en fait, les organisations, souvent, elles raisonnent avec ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs de performance. Et les indicateurs de performance, ils sont souvent ce qu'on appelle historiques, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de regarder dans le passé. C'est pour ça que c'est le signe du rétroviseur, c'est finalement qu'on regarde un petit peu derrière nous. On regarde quelles sont les ventes que l'on a fait, quels sont le nombre de pièces qu'on a produites, enfin, ce genre de choses. Et globalement, ça nous donne des informations du passé. Le problème dans la gestion de crise, c'est que si on attend, par exemple, si on attend de voir qu'effectivement on fait moins de ventes, mais finalement, on a déjà les conséquences de la crise et on n'a pas travaillé de manière proactive. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'associer à ces KPI historiques des indicateurs prédictifs. Donc, les indicateurs prédictifs, par exemple, pour le processus commercial, ça pourrait être quel est le montant global de soumission ou de devis que j'ai émis. Parce que si j'émets moins de devis, et probablement que dans quelques mois, je vais faire moins de ventes. Et donc, si je vais faire moins de ventes, ça va avoir des impacts sur ma trésorerie. Sur le processus marketing, par exemple, si on dit que mon processus marketing il me sert à avoir des pistes de vente, je peux regarder quel est mon nombre de visiteurs sur mes médias, sur mon site web, etc. Si j'ai moins de visiteurs aujourd'hui, sûrement que j'aurai moins de pistes de vente et du coup moins de ventes. Donc c'est pareil, j'essaye de raisonner finalement une étape en amont et je cherche qu'est-ce qui est prédictif de mes indicateurs historiques. Et le fait de se constituer comme ça un tableau de bord d'indicateurs prédictifs, ça va permettre d'anticiper les évolutions au niveau de mes affaires, de mon commerce, de mettre en place quelque chose de tangible. C'est-à-dire que si je vois déjà que mon niveau de devis baisse, je peux dire, OK, je vais avoir moins de ventes et donc je peux revoir mes activités, redéfinir mes rôles, les rôles de chacun pour m'adapter et plus rapidement. C'est-à-dire sans attendre de constater qu'effectivement, j'ai moins de ventes. Et puis, c'est aussi une très bonne façon d'engager en fait l'ensemble des acteurs de la société. C'est-à-dire que sur mon processus commercial, par exemple, de demander aux différents commerciaux combien de devis ils ont mis en place, c'est quelque chose aussi qui permet de les mobiliser. Donc, les indicateurs prédictifs, c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très diffusé dans les organisations, mais c'est quelque chose de très puissant. Après, ce n'est pas forcément simple, c'est-à-dire qu'on itère souvent pour trouver le bon indicateur prédictif. Parce que là, je vous parle du nombre de devis, mais ce n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent pour le processus commercial de toutes les organisations. Il y en a sûrement d'autres. Donc, ça nécessite des allers-retours, ça nécessite de s'adapter. Mais une fois mature, c'est quelque chose de très puissant qui permet justement d'anticiper les variations et de prendre des décisions plus rapidement. Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir à cela pour le futur si vous ne l'avez pas déjà mis en place. Alors finalement, en conclusion, ce qu'on peut vous dire, c'est d'avoir confiance. C'est-à-dire que malgré les bouleversements qu'on vient de subir, si votre organisation avait une raison d'être avant la Covid, elle en a sûrement une après. Au niveau de ce bouleversement, d'essayer de garder le plus possible une approche déductive. Ne vous précipitez pas dans la modification de vos façons de faire ou de vos outils, mais travaillez finalement sur la stratégie, définir
comment ce bouleversement impacte ma stratégie et du coup, par rebond, comment je fais pour m'adapter à cette nouvelle stratégie au niveau de mes processus, de mes KPI ou de mes risques. Et puis, ça ne mange pas de pain et c'est toujours intéressant, quand on sera complètement sorti de la crise, pensez à faire un petit retour d'expérience. Posez-vous quelques questions, donc j'en ai cité quelques-unes. Est-ce que votre stratégie, votre business plan ont été mis à jour pendant cette période? Et sinon, est-ce que finalement vos objectifs sont toujours atteignables? Si vous avez modifié votre stratégie, est-ce que vous l'avez bien communiqué? Les collaborateurs aiment avoir du sens, aiment que leur action soit reliée à une stratégie un petit peu plus globale. Donc, si cette stratégie a été amenée à évoluer, il faut leur communiquer. Quels sont les changements que vous avez mis en place dans vos opérations qui sont avérés payants? Ceux qui ont vraiment apporté le gain espéré, le gain que vous attendiez au moment où vous l'avez mis en place. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour vous préparer à cette crise? Qu'est-ce que vous auriez pu préparer pour être en mesure de mieux absorber ce bouleversement? Donc voilà, pensez à faire ce petit retour d'expérience. C'est toujours intéressant et ça vous permettra d'être plus armé lors des prochains bouleversements. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous encourage à poser vos questions via le chat. En attendant, je vais vous présenter un petit peu mieux Pixfor pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Pixfor, c'est une organisation qui est implantée en Europe, donc en France, à Lyon, et au Québec, à Montréal. En fait, on accompagne nos clients autour des problématiques de la performance des organisations, de la gestion des process, de l'amélioration continue et de la gestion de risque. Donc, certains nous connaissent aussi par notre application logicielle qui s'appelle aussi Pixfor, qui est utilisée par environ 175 clients dans le monde et qui vient en support de l'ensemble de nos démarches. Donc voilà, merci à tous et je vous encourage à poser vos questions via le chat. Je vais les regarder et y répondre. Alors, je vois des commentaires de Mokhtar, très intéressant, effectivement. Il dit en fait tout ce thème très intéressant, par ailleurs, tourner autour de la veille stratégique durable. Effectivement, c'est exactement ça. C'est vraiment ça, d'être dans une vue déductive à partir de la stratégie et surtout veiller à ce que cette stratégie soit toujours à jour et veiller à prendre en compte l'impact de ces bouleversements dans cette stratégie. Et Mokhtar nous dit aussi, nous sommes toujours dans une démarche de management stratégique, mais adaptée à la conjoncture nouvelle, mélange de crise, de post-confinement, de montée en puissance de digital. Effectivement, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais laisser encore 1 ou 2 minutes. Merci Céline. Merci Eric aussi. Très bien. Eh ben, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais tous vous remercier et je vous encourage à suivre nos réseaux sociaux. On refera des webinaires de ce type sur des problématiques connexes. Et si ça vous a plu, je vous encourage à vous inscrire à nos futurs webinaires. Merci beaucoup à tous et bonne journée.